Bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude Valérie. Je m'appelle Aude Valérie Young et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais essayer de vous exprimer le lien qu'il existe entre la gestion des émotions, la haute sensibilité et la gestion du stress, puisque forcément il va y avoir des passerelles, mais qu'on peut un petit peu faire des distinguos entre ces différentes thématiques. Alors tout d'abord, je vais parler de la gestion des émotions. Pourquoi et comment ? Alors tout d'abord, pour moi, l'expression gestion des émotions est un petit peu déjà détournée. C'est pas une action en bourse, c'est pas une ligne comptable, une émotion qu'on peut mettre dans un coin, qu'on peut comptabiliser. Pour moi, je préfère de loin le terme de libération émotionnelle. Souvent, c'est vrai qu'on en parle comme ça majoritairement de cette façon, particulièrement dans nos sociétés occidentales où les émotions dérangent. Alors, on peut aussi un petit peu, quand on est dans cette libération émotionnelle, parler des blocages de l'inconscient de façon générale. Déjà, tout d'abord, justement, dans ce mot, dans cette terminologie, dans le vocabulaire qu'on utilise, la société nous demande de ravaler nos émotions, de les réprimer. Il faut savoir que l'émotion réprimée ne va pas disparaître. Au contraire, en général, elle va rester bloquée dans le subconscient, qui peut aussi créer bien sûr pas mal de tensions énergétiques dans nos corps physiques. Ça peut occasionner vraiment du mal-être, de la fatigue chronique, des douleurs, éventuellement des dysfonctionnements, de la dépression. Et tout cela également associé en fait à l'existence dans notre subconscient de schémas répétitifs. Par exemple, donc c'est en fait ce qu'on appelle également l'effet miroir. On peut attirer en fait à nous des personnes qui vont justement mettre le doigt sur ces blocages qu'on a emmagasinés dans notre subconscient de façon assez souffrante. Ce genre de schéma va continuer de se répéter tant que la cause et l'origine du trauma émotionnel n'ont pas été identifiées et traitées. Donc essayez de regarder dans votre vie, justement, faire un petit peu un tableau de votre histoire et voir toutes les personnes que vous avez rencontrées où il y a eu justement un ressenti émotionnel souffrant. Quelles étaient les émotions, quelles étaient vos pensées? Est-ce qu'il y a eu peut-être des généralités, en fait, une sorte, vous savez, comme une leçon d'expérience, un bilan qu'on se grave en fait à l'intérieur de soi, une conclusion un peu générale de ces expérimentations et notamment observer la répétition, la récurrence dans votre vie de l'apparition de telles émotions, de telles croyances. Quand l'émotion est libérée du subconscient, donc tout simplement déjà quand elle est mise en lumière, elle arrive justement à notre conscience et il s'ensuit la compréhension et la libération. Donc il ne s'agit pas de faire taire l'émotion, mais d'apprendre à l'accueillir pour la remettre à sa juste place en nous, à l'intérieur de nous. Rappelons aussi que nous ne sommes pas nos émotions, nous avons ces émotions qui sont des signaux d'information extérieure que l'on peut vraiment utiliser ensuite comme des boussoles. Et donc en faisant cela, en reconnaissant cette émotion, quelque chose qui a eu lieu, en ne le niant pas, en ne le cachant pas, l'émotion va justement permettre de nous délivrer son véritable message et nous permettre ensuite d'avancer dans notre vie. Alors, la gestion du stress maintenant. Donc, avec cette difficulté à vivre, des fois tout simplement à identifier, à reconnaître, puis ensuite à libérer nos émotions, à la longue, en fait, dans le temps, ça peut vraiment générer un sentiment de déprime, un manque d'énergie. Et il y a aussi un autre signal fort important, c'est notre capacité
agir, et des fois on est plus dans la réaction en fait que dans l'action, agir de façon adéquate, juste aux événements de notre vie. Tout cela peut se trouver vraiment déréglé et vraiment il n'y a qu'un pas à ce que notre émotivité soit davantage exacerbée. Nous rentrons alors sur un mécanisme de stress plus ou moins chronique. Les émotions ont donc un rôle majeur dans notre mécanisme lié au stress. Je dis en fait nôtre toujours car nous avons tous un schéma qui est propre à notre histoire personnelle, même en matière de stress. Ainsi, en fait, les déclencheurs, ce qui est vraiment à l'origine de la montée en fait de cette énorme tension en nous, ne sont pas tous les mêmes suivant les personnes. Et cependant, en regardant un petit peu tous les travaux qui ont été faits au niveau du stress, on peut distinguer quand même une tendance générale. On va avoir différentes phases, c'est-à-dire une phase d'alerte ou d'alarme, une phase de résistance, et ensuite la dernière, c'est une phase souvent d'épuisement pouvant mener à ces fameux burn-out émotionnels dont nous entendons actuellement beaucoup parler dans l'actualité. Donc au niveau des déclencheurs de l'événement en fait stressant, c'est vraiment celui qui lance l'alerte à notre cerveau dit reptilien qui stocke les informations vraiment antédiluviennes. À savoir, c'est vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment le temps des dinosaures, comme son nom l'indique. Quand nous sommes en fait stressés, nous raisonnons en fait souvent en termes de survie immédiate et nous bloquons l'accès à d'autres zones de notre cerveau qui nous permettraient, eux, d'avoir une vision beaucoup plus large et moins enfermante. Et donc, ce qu'on va faire, justement, lors de la libération de ces émotions, puis du stress chronique engendré, ça va être justement de réouvrir le champ des possibles pour nous permettre de connecter en fait en nous un autre espace où notre vision va être beaucoup plus claire, beaucoup moins brouillée par toutes ces pensées parasites. Et il va y avoir un autre gardien à aller justement visiter, c'est notre ego. Le stress, c'est souvent une réaction, je le disais, de notre être à ce qui nous arrive d'un point de vue personnel. Et souvent, on peut aussi justement parler de déséquilibre entre notre ego et puis, vous savez, notre petite voix, notre sagesse intérieure qui est davantage reliée à notre cœur qu'à l'écoute de nos besoins personnels instantanés. Donc voilà, il y a ces deux parties en nous. Quand je dis déséquilibre ou rééquilibrage à faire, c'est remettre dans l'axe, c'est-à-dire reprendre les rênes de notre vie, ne pas laisser en fait à cette partie et d'ego qui a eu son rôle dans notre vie, qui nous a protégés, qui a eu son utilité, mais juste le remettre à sa place pour qu'il ne prenne pas toute la place. Donc en fait, pour résumer, pour moi, le stress pourrait être vu comme un trop-plein d'émotions, mais non comme les émotions elles-mêmes. C'est une conséquence, un cheminement interne qui nous est propre, associant les pensées, notre système de croyances, toutes les mémoires associées et également cette soupe émotionnelle qui est présente. Alors je vais faire un rapide focus, une synthèse sur la haute sensibilité. J'en parlerai davantage dans un autre podcast, mais juste pour comprendre les éléments qui font le lien justement avec l'aspect émotionnel et le stress. Alors tout d'abord pour moi il y a un point important, c'est de faire la différence entre la sensibilité et l'émotivité. Je rappelle que dans le Petit Larousse, la sensibilité, elle est définie par l'aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse pour autrui. Donc la sensibilité, c'est une aptitude qui est tout à fait humaine, qui est un véritable trésor, particulièrement dans le monde actuel où l'intelligence artificielle est en plein essor. L'émotivité, elle, est souvent ce qui est le caractère gênant, la caractéristique gênante dans le tempérament de la personne hautement sensible. Cette émotivité peut vraiment être handicapante et elle trouvera son apaisement dans le champ de la libération émotionnelle, alors que la sensibilité, donc à proprement parler, n'est pas à solutionner ou à traiter et encore moins à gérer. Alors justement, comment vivre un petit peu avec cette haute sensibilité Donc il y a plein d'appellations, des personnes qui se disent ultra, hyper, hautement sensibles. Le mot en lui-même, en fait, nous dit qu'il s'agit d'abord d'une notion de seuil finalement, de degré, donc de perception aussi de soi.
Je comparais cette capacité à celle d'un musicien qui a à sa disposition plus de notes peut-être et d'octaves. S'il apprend à jouer mélodieusement de son instrument, sa partition n'en sera que d'autant plus riche et diversifiée. Et pour l'hypersensibilité en fait ou la haute sensibilité et le lien avec le stress, je vais en parler en fait juste après. Avant cela, j'aimerais juste parler d'un scientifique qui s'appelle Thomas Boyce, qui a montré par son étude réalisée sur plusieurs populations d'enfants que en fait, la haute sensibilité pouvait s'exprimer par une haute réactivité justement au stress. Environ un tiers des enfants qu'il qualifie comme des enfants orchidées, en référence à cette plante, à cette fleur aussi qui a besoin d'un environnement favorable pour se développer. Et donc pour les personnes hautement sensibles, la santé, le relationnel, leur réussite sociale pourraient vraiment être impactées plus fortement par des situations environnementales stressantes. Et donc je vous invite à aller voir justement dans sa publication sur justement les orchidées et les pissenlits. Justement comment certains enfants peuvent se libérer et aussi aller plus loin dans la connaissance d'eux-mêmes. Ensuite, pour le docteur Hélène Aron, il peut y avoir en fait un véritable cercle vicieux car de ce stress potentiel résulte en fait aussi une vigilance accrue pour les personnes hautement sensibles. Savoir que le traitement sensoriel de l'information est beaucoup plus approfondi. Les personnes ont une capacité cérébrale plus élevée à tout ressentir. Par exemple, dès qu'on va parler d'une orange, la personne hautement sensible peut la voir, la ressentir, la goûter, la sentir. Donc en conclusion, de mon point de vue, les émotions et notre sensibilité sont vraiment des cadeaux. Elles sont notre moteur d'avancement, de transformation. Les ignorer revient finalement à s'ignorer. Les rejeter revient à se rejeter soi-même. Pour moi, la paix véritable ne peut se vivre que si nous accueillons d'être traversés par toutes ces émotions et que nous prenons la responsabilité d'en faire l'examen dans la conscience. Je pense aussi qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, qu'on a chacun notre propre vérité parce que justement nous avons nos propres émotions, notre système émotionnel qui va être notre vérité. Elles sont en fait ce qui nous permettent d'emmagasiner aussi tous les souvenirs. Rappelons qu'une émotion rattachée à une pensée engendre justement une mémoire. Les émotions donnent aussi une forme tangible à nos pensées, elles nous permettent de créer, elles nous poussent à accomplir de grandes choses et surtout, elles nous permettent d'aimer. Alors écoutons-les, apprenons à nous aimer tels que nous sommes dans notre totalité et vivons avec nos émotions notre plein potentiel. Je vous remercie pour votre écoute de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet www.lesateliersdaudevalérie.fr ou m'envoyer suite à ce podcast tous vos commentaires à contact@lesateliersdaudevalérie.fr.